découvreur de la première exoplanète avec son comparse Didier Queloz, qui travaille ici aussi, non? Il a un quart de tour ici et 3 quarts à Cambridge. Ah, très bien. Donc, on le remercie de nous accueillir, bien sûr, à l'Observatoire de Genève, qui n'est plus, qui ne possède plus de télescope, je crois, ou peu petit. Bon, je voulais juste signaler à M. Maillot et à ses collègues que donc, nous sommes de la Société astronomique de France et que nous avons deux invités aussi parmi nous. Jean-Michel Alimi, vous pouvez vous lever, M. Alimi, voilà, qui est directeur du LUC à Paris, laboratoire univers théorique de l'Observatoire de Meudon, et Mme Duval, où est-elle? Je ne l'ai pas vue. Mme Duval de l'Observatoire de Marseille. Voilà, donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de nous accueillir. Eh bien, bienvenue ici. C'est un peu rude pour vous de sortir du bus et du village dans les chiffons. On va essayer de vous faire oublier la fatigue. Alors, je vous présente d'abord Céline Germain, qui est une théoricienne qui travaille sur l'astrophysique des particules et des neutrinos. Vous aurez l'occasion d'avoir quelques petites exposés après le mien, où elle parlera un petit peu du sujet plutôt plus proche de ces ordinateurs. Alors voilà, moi je vais vous faire d'abord une très brève présentation de l'Observatoire. Donc d'abord, peut-être pour dire que l'Observatoire a été créé il y a 2 siècles, plus de 2 siècles. C'était le premier institut de la République de Genève, qui était complètement indépendant de l'université, et qui était à l'époque surtout, qui a été créé surtout pour le besoin de l'horlogerie. Il y avait l'industrie des montres qui démarrait, et les gens avaient besoin de pouvoir scanner sur un show. Et aussi, comment dire, après il y a eu la recherche qui a démarré. En fait, ces gens-là ont déjà la dernière chose. Ils sont allés en Laponie pour le transit de Vénus, etc. Donc ils avaient aussi un intérêt pour la science, un peu plus de garder le temps. Après, pendant très longtemps, il y a eu un concours de chronomètres qui s'est effectué jusque quand moi j'ai commencé. Le concours, non, je ne crois pas. Et puis après, il y avait l'horloge à la radio, et au 3e tome, il sera, etc. Avant l'arrivée des quartz et des horloges atomiques, évidemment, tout ça a disparu, et puis maintenant, on a un institut de recherche, comme vous connaissez, à côté de l'endroit. Ils étaient dans le centre de la ville avant, et puis en 1966, il y a l'Observatoire s'est déplacé sur ce site. En 1973, il s'est rattaché à l'Université de Genève. Avant, on était un institut indépendant. Maintenant, c'est simplement le département d'astronomie de l'Université de Genève. En 1995, eh bien, on a eu le développement d'un centre pour s'occuper plus particulièrement des données du satellite Gamma, qui s'appelle satellite intégral, et qui se trouve à peu près 2 km d'ici, dans un ancien lycée ou collège, etc., et qui a été transformé pour les gens de la recherche au milieu d'un très bon parc. Je ne vais pas décrire tous les thèmes de recherche ici, mais ici vous avez plus ou moins tous les domaines d'intérêt de la maison, des planètes extrasolaires, un groupe historiquement très fort dans le domaine d'évolution stellaire, formation stellaire, variabilité stellaire, en liaison en particulier avec les satellites Gaïa. On a du groupe qui s'occupe de l'analyse des variables ici. Et puis, idem, dans le domaine extragalactique, vous avez des gens qui s'occupent de dynamique des galaxies. Vous avez toujours les noms, donc bien sûr. La formation des étoiles et des galaxies dans l'univers lointain, les hautes énergies, ça fait plutôt justement le sens intégral que je viens de montrer, particules cosmiques, vous défendez des neurones, vous êtes rattaché voilà, aux particules et tout, et il y a aussi un groupe instrumental. Alors, avant de vous dire, on a plus de télescope. On a un télescope de 70 cm ici que, j'allais dire, on n'utilise quasiment pas. C'est-à-dire un petit peu pour des étudiants, un petit peu pour le public, mais jamais pour des gens professionnels. Comme ça, par contre, on a des télescopes
On en avait un de 1 mètre à l'OHP, l'Observatoire de Provence, qui maintenant n'est plus utilisé. Comme ça. Par contre, on a un télescope de 1 mètre 20 qui est rouge, ici dessus, et qui est un altazimuth qui travaille en permanence à l'Observatoire européen de la CIA, mais qui appartient à l'Observatoire de Genève. Et dont on voit ici la coupole, ici le bâtiment, etc. Ils sont juste à côté de l'NTT. Voilà. Et puis à part ça, on a une division qui développe de l'instrumentation ici, dans l'Observatoire. Par exemple, dans les types, d'une part, on a construit 2 télescopes de la même main, celui que vous avez vu, plus un autre qu'on verra après. On a construit dans la maison des lignes retard différentielles pour faire de l'interférométrie entre les différents télescopes du Mont Paranal. Donc, elles fonctionnent, mais encore en mode expérimental, parce qu'il y a des gros problèmes, pas tellement avec cette ligne différentielle, mais avec la ligne retard principale, ou les télescopes qui sont à 100 mètres les uns des autres. Et le problème de la turbulence sur ces lignes retard crée des gros problèmes, ce qui fait qu'actuellement, ce n'est pas encore vraiment opérationnel. Par contre, l'aspect différentiel. Donc, pourquoi différentiel? Parce qu'en gros, vous pointez vos télescopes sur une étoile, et après, s'il y en a une qui se trouve, disons, à 3 ou 4 secondes, vous devez faire un changement d'onde qui, évidemment, se traduit par un changement de la ligne retard. Maintenant, si vous changez de 3 secondes, le changement est extrêmement petit. Mais par contre, vous pouvez, si vous faites un instrument bien adéquat, eh bien, vous êtes capable de mesurer ces 3 secondes-là avec une précision diabolique. On aimerait arriver à, disons, 10 ou 20 micro-arcs. Alors, juste pour une chose, une milliseconde, c'est ça sur la Lune. Micro-arc seconde, je ne sais pas, c'est une pièce de 5 cents, je ne sais pas quoi, sur la Lune. C'est ce genre de choses-là. Donc, évidemment, c'est pour chercher en particulier, chercher les planètes, non pas par des vitesses radiales, à savoir des changements dans notre direction, mais des changements sur le plan du ciel. Alors, vous avez une étoile, une planète qui tourne autour de l'autre, donc celle-ci va bouger un peu, voilà. Pour l'instant, ça ne marche pas, mais ce sera le futur, on espère. Et dessous, vous avez le spectrographe ARPS, qui est le spectrographe qui est en service depuis 10 ans sur le 3,60 m de la CIA, mais qui a été construit ici, dans nos laboratoires. Voilà, donc ça. Puis alors, à part ça, on a un partenariat avec l'Université de Louvain, aux Canaries, puisqu'on a construit un deuxième télescope identique altazimuth, identique à la couleur près, qui se trouve en opération à La Palma. Et plus récemment, je n'ai pas de photo ici, on a construit une copie de ARPS qui est mise sur le télescope italien Galileo de 3,50 m et qui cherche aussi des planètes, qui fait le suivi des planètes identifiées par satellite Kepler, qui détecte des transits. Je pense que vous avez eu l'occasion d'en entendre parler. Excusez-moi, c'est oui. ARPS numéro 2 qu'on avait vu il y a 2 ans. Oui, exactement. Oui. Malheureusement, il y a 2 ans, il y avait quelque chose à montrer. Oui. Maintenant, dans un trou, il n'y a pas assez à montrer. Voilà, dans les événements, évidemment, qui ont un peu marqué la liste d'Institut, la découverte de la première planète à l'Observatoire de Provence, comme vous l'avez tous remarqué, c'est surtout sur ce. C'est pas sur ce télescope-là. On a fait la découverte sur le télescope de 193, ça c'est le 152. Il est plus joli. Voilà, la courbe de vitesse, cet objet qui évidemment a été important, puisque une planète qui a à peu près la masse de Jupiter, mais qui tourne 4 jours de période de l'eau, ça a posé quelques problèmes. Depuis lors, ça a ce genre d'exercice a continué de manière extrêmement active dans la maison et ailleurs. Actuellement, voilà, on vient de passer le cap de 1000 planètes caractérisées, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en connaît pas plus, puisque le satellite Kepler en a identifié quelque chose comme 4000 sources. Alors même si on dit qu'il y en a 1000 qui sont des fausses détections pour une raison ou une autre, il en reste encore 3000. Donc voilà,
une marque intéressante, mais il y en a beaucoup. Alors juste pour, je ne vais pas en montrer des milliers, hein, mais juste un objet qui est intéressant, découvert avec ARPS, cet objet, 7 planètes autour de la même étoile. Alors voilà, juste pour illustrer la difficulté, vous avez le signal, un tout petit bout du signal ici, mais si vous cherchez 7 planètes, c'est combien 43 paramètres, ou je ne sais plus combien. Donc c'est extrêmement difficile à chercher. Maintenant, il semblerait qu'il y en ait même peut-être 2 de plus, etc. Dont certaines sont des planètes toutes petites. Hein. La petite 1,5 fois la masse de la Terre à l'intérieur, et puis les autres, c'est quelque part la Terre ou la masse de Neptune ou autre. Voilà. Donc voilà, ça, donc, des systèmes complexes, on en trouve tant qu'on en veut. C'est le plaisir des gens qui font de la dynamique, comme Jacques Lascar à Paris. Alors, à part ça, il n'y a pas de groupe des exoplanètes dans la maison. Il y a des collègues qui s'intéressent à l'évolution des étoiles, massives, le groupe historique du professeur Meder, Georges Meder, etc., et qui s'intéresse particulièrement aux étoiles très massives, étoiles en rotation, en perte de masse, etc. On a des gens qui s'intéressent aux amas de galaxies, soit sous forme de la dynamique des galaxies, on a vu que guerre, masse cachée dans les galaxies, ou alors les problèmes d'interaction entre galaxies, ou alors les effets antigravitationnels dans les amas de galaxies, enfin des choses, tous les chapitres typiques de l'astronomie. Alors maintenant, je vais parler, alors je ne peux pas vous parler de tous les domaines du système, je répondrai très volontiers aux questions que vous pourrez avoir sur le sujet. Je n'ai pas l'intention de faire une conférence organisée sur les exoplanètes, mais juste vous parler d'un projet qui est en cours actuellement, qui est un projet d'un satellite, d'un mini-satellite. C'est la première fois qu'il y a un satellite dit de la classe des petites missions qui a été décidé par l'Agence spatiale européenne, qui a pour but d'essayer d'étudier, de caractériser les planètes de quelques fois la masse de la Terre. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a des problèmes à donc actuellement, à 1000, c'est tout à fait à l'heure, exoplanète que j'ai découvert, et 30 à 40% de ces planètes présentent des transits, donc ça veut dire que la planète part devant l'étoile, l'étoile. Donc évidemment, vous avez la possibilité de mesurer le rayon, la masse par la vitesse radiale, le rayon par transit. Vous combinez tout, vous avez la densité moyenne de la planète. Vous avez aussi les quelques planètes du système solaire, oui, qu'elles sortent un peu du nuage, hein, on n'a pas toujours découvert l'équivalent des objets du système solaire. Jupiter, Saturne commence à arriver. Donc, le principe, là, vous l'avez, j'imagine tous eu l'occasion de vous familiariser. Quand la planète passe devant l'étoile, ce que vous ne voyez pas, ce que vous voyez, en fait, c'est juste la baisse de luminosité. Donc, si enfin vous avez les plus hautes portions du temps, vous avez cette baisse, et puis on voit bien que de manière fractionnaire, c'est évident que le morceau, c'est directement proportionnel à la surface de la planète par rapport à la surface de l'étoile, de l'hémisphère. Donc, vous avez une mesure du rayon de la planète. Et cette méthode, qui est 12-13 ans, en fait, donne des résultats absolument fantastiques. Disons, c'est un peu frustrant d'avoir juste que la densité moyenne, mais néanmoins, si vous regardez ce diagramme, on voit le rayon en fonction de la masse de la planète, ici, vous voyez bien que les planètes géantes gazeuses ont des densités de l'ordre de 1. Les planètes Uranus-Neptune, avec essentiellement de la glace, des densités de l'ordre de 1 peu plus grande. Les planètes rocheuses, eh bien, on voit qu'on se tourne entre 3 et 5. Puis les satellites ici. Et donc, ça dépend de la nature de la planète et de la dimension de la planète, la compression, évidemment, évidemment, la densité. Si on regarde, si on rajoute les planètes qui ont été détectées, mesurées par transit et vitesse radiale, eh bien on a quelque chose comme ceci, où on voit les planètes géantes gazeuses
qui sont très très nombreuses, des objets entre les planètes gazeuses et les planètes rocheuses, qui sont dans le domaine des Uranus et des Neptunes, et puis on aimerait bien après descendre des planètes rocheuses. Alors, la terminologie des super-terres, c'est des objets qui sont entre 1 et 10 fois la masse de la Terre. Et de manière très intéressante, c'est un point dans le système solaire. Alors que le survey de vitesse radiale montre les planètes parmi les plus fréquentes, si ce n'est les plus fréquentes que tout le monde univers. Et on a des quantités de ces planètes qui sont dans cette gamme de quelques fois la masse de la Terre. Et on s'y intéresse particulièrement. Alors voilà, le satellite Kéops va surtout se focaliser sur l'étude de ce domaine-là, à savoir les planètes comprises entre 1 fois et 10 fois, donc c'est pas exact, hein. Si on en trouve une à 0,8 ou une à 15, on peut vraiment l'étudier. Alors, c'est la physique de ces objets-là, et une des raisons pourquoi on s'intéresse à ces objets, eh bien, c'est un problème qui était surtout mis en évidence par le satellite Kepler. Si on met dans ce diagramme, vous avez le rayon verticalement en fonction de la masse, et puis vous mettez les objets dont la masse était mesurée dans un système bien connu, Kepler 11, qui a plusieurs planètes qui tournent autour. Bon, il n'y a qu'un Corot 7b qui a été découvert par le satellite Corot. Il y a quelques objets de champ, comme Gliese 214 ou 55 Concrete. Et bien on voit que à une masse levée, disons prenons autour de 4 ou 5, eh bien vous avez une dynamique des rayons qui est absolument extraordinaire. D'avoir un changement de presque 3, c'est-à-dire un changement sur la densité moyenne absolument colossal, qui montre qu'il y a une très grande diversité de structures de ces planètes-là. Quand les gens découvrent par la vitesse radiale un objet qui a 3 fois la masse de la Terre, tout de suite, c'est une planète rocheuse, etc. Ce n'est pas prouvé, ce n'est vraiment pas sûr. En fait, l'expérience montre qu'il y a tout un tas de composés de choses, et ça nous met face à trouver les mécaniques de formation des planètes. Pourquoi des planètes de 3 fois la masse de la Terre ont une telle dynamique? Alors ça, c'est des simulations faites à l'université de Berne, où ils mettent toute la physique connue à ce jour de la formation planétaire. Vous avez le temps qui défile en haut, on est à 3 millions d'années, et puis vous avez une combinaison essentiellement de 2 phénomènes. D'une part, la migration orbitale, donc l'interaction de la planète avec le disque de matière, qui fait que la planète va se rapprocher des étoiles. On a vu que les points partaient vers la gauche, et d'autre part, évidemment, l'accrétion de matière, qui fait que la masse augmente, et donc on a ce genre de prédiction. Donc la théorie est capable de prédire a priori, c'est juste ou c'est faux, c'est intéressant parce qu'on parle des observations, mais elle est capable de prédire le peuplement dans un diagramme masse de microtaxe. Alors si vous regardez ce diagramme, bien vous voyez bien que les objets, alors là on est à 10 fois, où est-ce qu'on est là ici on est à 1 fois la masse de la Terre, et là on est en dessous, et vous voyez que vous avez un mélange de couleurs, de différentes couleurs, et ça correspond à la teneur en rocher dans le noyau de la planète. Donc, en fait, on s'attend aussi, par la théorie, à avoir un mélange de structures pour des objets qui sont éventuellement de très petite masse. C'est pas nécessairement, on ne termine pas nécessairement avec des planètes rocheuses. Alors, Kepler, je pense que tous vous connaissez cette fantastique moisson du satellite américain là, qui a découvert, je ne sais pas actuellement, je n'ai pas vu les diagrammes, mais je crois qu'il en soit 4000 candidats. Donc, évidemment, les petites périodes sont favorisées, la probabilité de transit est beaucoup plus grande. Celles qui sont avec les cercles bleus sur ce diagramme, c'est celles où on a pu faire des mesures de vitesse radiale pour pouvoir donner réellement la masse. Et donc, sur les 4000, il y a
on ne connaît pas la masse la plupart des cabines. Cela dit, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en dessous de la ligne 1, à savoir qu'il y a beaucoup d'objets qui sont détectés avec des rayons plus petits que la Terre. C'est tout à fait comme ça. Cela dit, avoir des rayons, c'est bien, mais dans la mesure où on voit que le rayon est quelque chose de relativement pas connecté de manière 1-1 avec la structure de l'étoile, avec sa masse, on a besoin absolument de la masse. Et en fait, dans ce diagramme, vous avez l'histogramme en rouge des planètes qui transitent, donc essentiellement les résultats de Corot et Kepler, aussi depuis le sol un petit peu. Et puis d'autre part, en bleu, vous avez typiquement ce qu'on observe par les vitesses radiales. Et puis l'intersection vous montre que malheureusement, notre connaissance de la structure moyenne eh bien, est surtout basée sur ce domaine vert, l'histogramme vert, où vous avez en même temps la matière. Et donc le but de Khéops, c'est de continuer et d'explorer, puisque Khéops pourra donner et mesurer les transits de tous les objets jusqu'à la magnitude 10 ou 11, comme ça. Donc on va essayer d'avoir une meilleure connaissance des structures internes de ça. Alors voilà, typiquement, en gros, le but c'est de savoir de quoi sont faites ces planètes. Vous avez par exemple HD 189,026 qui, on le sait, on connaît son rayon, on connaît sa masse, et ça ne peut s'expliquer que par un énorme rocher. Qui n'est pas du tout. C'est déjà une planète qui est à la limite des planètes géantes au niveau des masses. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Par exemple, si on regarde ici la distribution des rayons versus distance, semi-contact, pour les planètes qui ont été caractérisées en masse et en rayon. Alors, vous avez cette distribution-là. Il y a beaucoup de Jupiter chaud. Et puis, c'est étrange, il y a ce trou dans les courtes distances où on a soit les objets massifs, soit les objets de très petite masse, mais on a l'impression qu'il manque quelque chose entre deux. Alors on se dit, oui, mais peut-être que c'est pas l'échantillon, il est encore trop petit. Mais si on regarde toutes les mesures faites par Kepler, indépendamment de cette caractéristique ou pas, eh bien le trou est là. Pourquoi vous n'avez pas d'objet ici? Quels sont les mécanismes d'évaporation, d'effet de marée, etc., qui font que vous avez ce genre de distribution. Voilà, donc ça c'est un petit peu les objectifs de ce petit satellite, qui devrait être un satellite, il ne va pas chercher à découvrir les planètes, il va chercher à suivre et faire des mesures précises d'objets où on sait qu'il y a une planète. Alors il faudra lui fournir des candidats. Alors, on va dépendre d'une part, on va dépendre des surveilles de vitesse radiale. Ici, vous avez, on va dépendre d'une nouvelle expérience qui s'appelle NGTS, qui est formée de 12 petits satellites qui sont construits entre autres ici à la maison, mais c'est une collaboration internationale. Espresso, c'est aussi un instrument qui sera construit ici avec un consortium international pour mettre un super ARPS sur le VLT, même sur les 4 VLT, il aura la capacité de prendre la lumière des 4 grands télescopes. C'est un satellite un peu similaire à Khéops, mais développé par la NASA. Voilà. Ça, c'est l'ensemble. Donc, d'une part, fournir des cibles, d'autre part, les suivre avec ce satellite. Et il est sur un calendrier extrêmement accéléré. La décision vient d'être prise il y a quelques mois et il devrait voler en 2010. En 2017. Alors voilà un petit peu Alors VASP est l'expérience qui marche maintenant, qui donne des bons résultats. Et puis ça c'est NGPS, donc un instrument en construction qui sera installé, qui va être installé tout prochainement. Commencer à côté, parce que en gros sur une petite colline un petit peu plus loin, comme ça. Donc dans un site qui est vraiment superbe, évidemment, pour la détection des transits, le suivi des transits, autant avoir une belle atmosphère. Et avec ça, j'ai terminé ce très bref survol d'une part de la maison et de ce qui s'y fait,
D'autre part, un petit aspect moins connu du planète, c'est ce satellite qui est c'est pas du tout, il commence maintenant, le travail commence, et je crois que je vais d'abord peut-être faire une petite interruption, question, et puis après je passerai la parole à Céline pour vous parler d'une autre forme de l'astrophysique. Alors, question. Qu'est-ce que mesure Kéops, les transits? Il mesure les transits. C'est seulement. Alors, oui, en revenant en arrière, voilà. Le but, c'est d'avoir des transits à la précision de la millimagnitude, parce que si on s'intéresse aux planètes rocheuses, c'est des transits qui se situent au niveau de la millimagnitude. Donc, c'est pas vraiment des planètes comme la Terre. Hein. C'est plutôt à peine plus gros quand même. 40 000 étoiles qui sont ciblées, pointées. Voilà, dans le prochain infrarouge, parce que là on a un meilleur contraste. Et puis, on ne peut pas aller plus loin que la magnitude 13, c'est pas un grand télescope, hein, donc ça c'est un peu les caractéristiques de ce genre de télescope. Donc ça c'est MGTF, excusez-moi. Ça c'est pas, vous avez posé la question sur Kéops. Kéops, alors Kéops c'est de la photométrie spatiale, donc encore plus précis, comme ça, pour arriver, et toujours avec le besoin d'avoir une contrepartie vitesse radiale, soit qui existe avant, déjà pour faire la photométrie, soit on a détecté les planètes depuis le sol, souvent des systèmes de plusieurs planètes qui tournent autour d'une étoile, mais on n'a pas détecté de transit. Donc après, on va le chercher avec Kéops. Kepler et Corot sont morts. Oui, hein, c'est fini. Spitzer est mort, mais j'ai lu que les Américains vont arriver à transformer Spitzer pour qu'il puisse aussi travailler un peu sur les exoplanètes. Bon, c'est possible. Spitzer, comment dire, il n'avait pas été conçu spécifiquement pour les exoplanètes, mais c'est parmi ces plus belles médailles de ce qu'il avait découvert, c'est les transits et les occultations planétaires, donc on n'a pas le map derrière l'étoile, dans l'infrarouge. En infrarouge, on va dire Kepler, non, Spitzer a apporté des résultats absolument fantastiques. Bon, il y avait du liquide de refroidissement qui dure un certain temps, quand il n'y en a plus, il y en a plus, et donc on est maintenant dans la phase de Spitzer chaud, donc il peut encore travailler, mais pas dans les mêmes longueurs d'onde extrêmes comme ça, mais il peut encore travailler. Il y a encore des très gros programmes qui sont adaptés à de l'infrarouge moins lointain. Oui, il continue à travailler. Donc il n'y a plus aucun télescope spatial dédié aux exoplanètes pour le moment. Non. En Il y a on peut faire les choses soit avec Spitzer chaud, soit avec le télescope, le Hubble Space Telescope, mais ce n'est pas des télescopes dédiés. D'accord. Donc le futur, le seul vrai projet, c'est Kéops. Non, Kéops, TESS, qui est aussi accepté par le NASA. Ah oui. ECHO, qui est en compétition, c'est la spectroscopie planétaire, qui est en compétition avec Plateau 2. Plateau, il avait été proposé, il a été refusé, il est reproposé avec une nouvelle définition, et comment dire, Plateau, mais qui est aussi une étude très détaillée, mélange astérosismologie versus solution. Une dernière question, si je peux me permettre. Quand j'essaie de comparer Kepler et Corot, à la voie de Kepler, on va arriver à la 3 millième ou 4 millième planète, et Corot, c'est Corot 5, Corot 6, Corot 7, Corot 8. Non, ils sont quelques dizaines, 40. Non, il y a une quarantaine de planètes que je découvre pas. C'est pas un peu décevant, Corot? Honnêtement, je ne me permettrai pas de dire ça. Encore. Mais non, mais Corot a eu la vertu d'être le premier. Oui. D'avoir découvert une planète Corot 7b qui est la plus légère, caractérisée aujourd'hui, et qui avait, ma foi, il était fait avec ce qui était possible, un télescope comme ça. Ouais. Non, donc, si je devais jeter une pierre, ce serait à l'ESA, et non pas à ceux qui ont été capables de faire Corot. C'est l'ESA qui a arrêté le projet Eddington, qui était
gros, quelque chose d'équivalent à Kepler, qui était avant Kepler, et comment dire, l'ESA a préféré faire d'autres missions, comment dire, plutôt que celle-ci. Et c'est extrêmement dommage. C'est une vision personnelle. Ceux qui ont été chevalerisés sont en une vision différente. Oui. Oui, merci pour votre exposé. Aujourd'hui, on cherche des exoplanètes sur quelques centaines d'années-lumière. Est-ce que vous pensez, ma question est plus sur la théorie, sur la pratique, est-ce que vous pensez que ce que nous voyons sur les exoplanètes proches est à peu près semblable à ce qui pourrait exister, je ne sais pas, dans l'Andromède? Comment dire, les planètes, en fait, c'est un sous-produit de la formation stellaire. Donc je dirais que, a priori, je ne vois pas pourquoi elles seraient fortement différentes. Je dirais, le seul ingrédient majeur du genre, c'est la composition chimique. Alors, la composition chimique de base du gaz. Hein. Donc le petit nuage de Magellan, probablement, ayant moins d'éléments chimiques, forme probablement des systèmes planétaires un peu différents chez nous, simplement vous avez moins de matière pour former de la glace ou du silicate, etc. Donc probablement c'est des structures de planètes moins massives que chez nous. Voilà. C'est ce qu'on veut dire. Dans la galaxie, vous avez quelque chose d'équivalent, vous avez un gradient chimique entre son et bord, donc on peut imaginer que les systèmes planétaires dans les bords de la galaxie sont un peu différents à cause de cet effet-là que les systèmes sont formés dans le but de la galaxie. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Il y a peut-être plus que ça c'est peut-être un peu réducteur. Actuellement, on trouve qu'il y a par exemple, c'est assez étrange, il y a les étoiles avec planète ou sans planète, il y a une énorme différence avec la métallicité de l'étoile, mais il y a aussi quelque chose qui apparaît avec les éléments alpha, donc les éléments multiples de 4. Donc voilà, on n'a pas tout dit encore c'est comme ça, mais en gros, je dirais que d'une galaxie à l'autre, la seule paramètre que je vois qui change, c'est la composition chimique. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de planète. Hein, la formation planétaire se fait tout aussi bien qu'il y a très peu d'éléments lourds, simplement vous formez des planètes plus légères. Merci. Alors, oui, encore. Oui, qu'en est-il de l'étude des atmosphères de ces planètes dans les missions actuelles et dans les futures missions? Oui, alors là, c'est probablement un des gros domaines des prochaines années, c'est l'étude des atmosphères planétaires. Alors, déjà actuellement, le Space Telescope avait fait des choses, Spitzer a fait aussi quelque chose, et puis maintenant, depuis le sol, avec des gros télescopes dans l'infrarouge, des bonnes moléculaires planétaires sont découvertes, et donc ECHO, dont je mentionnais, est explicitement dédié à ce genre d'études. Il n'est pas choisi, on ne pas décidé. En gros, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire le spectre d'une planète? Pas facile, hein? Idéalement, on dit on est une étoile, on est une planète, vraiment, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que l'on fait, on prend le spectre d'une étoile à la planète qui lui passe devant. Alors, quand l'étoile est devant, la planète est devant l'étoile, eh bien, l'atmosphère planétaire filtre le spectre, une partie du spectre de l'étoile. Inversement, quand elle est derrière, eh bien, on n'a que le spectre de l'étoile. Quand on a beaucoup de photons, on peut comparer les deux spectres, et à ce moment-là, on a de l'information sur le filtre qui est de l'atmosphère, et donc sur la physique de l'atmosphère. Il y a eu beaucoup de résultats obtenus sur la teneur en CO2, avec de l'eau, avec différents composants moléculaires. Comme ça, à part ça, le Space Telescope, il y a eu aussi avec le sodium, c'est la première mesure qui est faite par Charbonneau il y a 10 ans. Voilà. Donc, on commence à avoir de l'information sur la composition chimique des atmosphères planétaires. On a aussi des informations sur la température des atmosphères planétaires. Parce que quand la planète passe derrière une baisse de la luminosité infrarouge,
mesurée par l'atmosphère, et ça vous dit directement le mesure de la température de la planète. Voilà, donc ça, il y a énormément de progrès qui vont se faire en spectroscopie planétaire, et au-dessus de ça, les grands télescopes comme, je n'en ai pas parlé ici, mais comme l'ELT, c'est-à-dire le Joven, je sais plus quoi, Extremely Large Telescope, un télescope de 39 mètres qui a été décidé pour être réalisé dans le nord du Chili, eh bien, pourra aussi contribuer d'une manière majeure à ce genre de type de mesure. Bon, pas tout de suite, dans 10 ans, 15 ans, 10 ans. Il manque encore un peu d'argent. Il manque encore 500 millions. Non, mais c'est un super projet, hein. Je ris. Oui. Oui, j'ai entendu dire que, enfin j'ai lu qu'on avait récemment découvert une planète sans étoiles. Oui. J'ai pas lu l'article lui-même, j'ai lu que des presses lisent. Donc je mets quand même un tout petit peu des précautions sur la manière de comprendre ce problème. Si vous avez une planète toute seule qui se promène, pour pouvoir mesurer sa température, en quelques couleurs et tout, et après comment vous faites pour donner sa masse? Vous devez faire des modèles. Les modèles, il faut connaître l'âge de la planète. Et donc, voilà, je suis un tout petit peu réticent par rapport aux chiffres, et je vous dis, je n'ai pas lu l'article, j'ai très vite sur les masses qui sont données pour ça. Et alors, à part ça, j'ai une critique différente. C'est-à-dire, c'était dans les grandes orbes, genre la première exoplanète, etc., flottante et tout. Non, les Espagnols, depuis 15 ans, 10 ans, on a découvert des quantités dans le Sigma Orionis, un des amas dans la nébuleuse d'Orion, des objets comme ça, et on a plusieurs qui ont été découverts. Alors peut-être celui-là, il est dans le champ. C'est possible qu'il a sa caractéristique, c'est qu'il est dans le champ, relativement proche, si je me rappelle bien, 80 minutes, je ne sais pas quoi. Mais des objets comme ça, il y en a beaucoup. Non, il y en a quelques-uns comme ça. Le problème, est-ce que c'était des planètes ou est-ce que c'était des naines brunes, des petites naines brunes, puisque là, si on regarde comment est-ce que vous fabriquez une planète ou comment est-ce que vous fabriquez une naine brune, par fragmentation de l'étoile, par fragmentation de l'image, les gens étaient capables de calculer quelle était la masse minimum de fragmentation. Donc le plus petit grumeau que vous pouvez former par la gravitation. Alors ça dépend de l'opacité du milieu. Si le milieu est trop opaque, vous ne pouvez pas faire un objet très petit. Eh bien, les chiffres qui sont donnés sont de quelques fois la masse de Jupiter. Alan Boss, un des derniers travaux que je fais dans Internet, donne une valeur de l'ordre de 4 fois la masse de Jupiter. Donc ça veut dire que cet objet qui flotte, oui, il a une masse planétaire, à donc il est tout juste, mais son origine, on ne sait pas. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Hein. Il ne faut pas que je donne l'impression que je suis critique par rapport à cette opération. Je suis un peu critique par rapport au fait d'oublier qu'il y a des Espagnols qui ont fait du travail avant. Et puis aussi des hommes.